Réduire la fracture numérique qui persiste dans notre pays, c'est la volonté de la coordination des associations et clubs TIC. Cette jeune association s'efforce à sa façon de vulgariser et promouvoir l'éthique en organisant des programmes d'initiation à l'informatique en faveur de ceux qui sont dans le besoin. Et puis à suivre dans cette édition, l'expo Coin de rue. C'est une vingtaine de photos soigneusement sélectionnées et accrochées en ce moment sur une partie des murs du boulevard du Peuple à Médina Kouroua. Vous verrez les images en fin d'édition. Voilà donc pour les titres. Merci à vous qui avez choisi TM2 pour vous informer. Bonsoir et soyez les bienvenus. En cette journée internationale des télécommunications, TM2 vous invite à découvrir le travail de la coordination des associations et clubs TIC. Si les autorités, on le sait, travaillent pour la mise en place d'infrastructures comme l'a été l'installation des câbles fibres optiques, cette jeune association s'efforce de vulgariser et promouvoir l'éthique à sa façon. Cela se manifeste par des programmes d'initiation des jeunes à l'informatique ou encore la création des sites internet. Bemba Sibi nous en dit plus. Le monde est devenu un village planétaire où tout est interconnecté. Ceci grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Au Mali, malgré les multiples efforts consentis par les autorités, la fracture numérique existe toujours. La fracture va toujours exister entre ceux qui ont les moyens pour accéder facilement aux outils et ceux qui n'ont pas les moyens pour y accéder. Et la fracture peut encore exister entre les couches sociales. Par exemple, entre le genre, le féminin et puis le masculin. Nous constatons ça, par exemple, dans les écoles. Donc, est-ce que les Maliens ont un accès massif au TIC? Oui, nous avançons effectivement dans ce domaine, mais il y a encore des efforts à faire. Des efforts à faire car certaines régions, cercles et cantons restent déconnectés. C'est pourquoi la coordination des associations et clubs de technologies de l'information et de la communication TIC œuvre pour faciliter l'accès au TIC au plus grand nombre. Nous sommes là plutôt pour faciliter l'accès, notamment des couches défavorables, comme par exemple les personnes handicapées, comme des personnes qui n'ont pas accès facile aux formations. Nous faisons des formations dans différents domaines, notamment en création de sites. Nous les faisons dans les domaines comme l'initiation. Justement, à l'occasion des journées du 17 mai, nous avons des formations sur l'entrepreneuriat numérique et sur le e-commerce. Ces actions viennent renforcer la politique de développement des infrastructures technologiques de l'État. D'une journée à une autre, en ce 17 mai, l'Europe est aussi à l'honneur. Occasion pour nous ici à TM2 de faire le point sur les actions menées par l'Union européenne au Mali. Les initiatives sont nombreuses et variées. Elles vont entre autres du retour à l'ordre constitutionnel, à la mise à niveau des forces de sécurité, en passant par la contribution à l'organisation de l'élection présidentielle de 2013. C'est un reportage de Aminata Zoumanasako et Rukia Diawara. 450 000 milliards de francs CFA, c'est la somme que l'Union européenne a dépensée pour le Mali de 2015 à 2016. Une action qui s'inscrit dans la durée et un accompagnement pour une sortie de crise en vue d'aboutir à une paix durable sur tous les territoires et de mener le pays vers le chemin d'un développement inclusif. D'abord, nous avons été engagés depuis la crise de 2012 et de 2013. D'abord pour sécuriser le Mali, à aider les Maliens à sécuriser leur paix. Il y a eu des forces françaises avec l'opération Serval dans le nord, bien sûr. Ça c'est en 2012-2013. On a été et on reste encore essentiellement, plus exactement primitivement, un partenaire dans l'aide au développement et l'aide humanitaire d'urgence. L'Union européenne a également soutenu le retour à l'ordre constitutionnel et les élections présidentielles de 2013, ainsi que le règlement politique de la crise grâce au dialogue. Le retour à la stabilité ne sera durable que grâce au succès des réformes en matière de gouvernance, de justice et de sécurité, domaines dans lesquels l'Union européenne s'investit auprès des autorités maliennes. Nous avons cherché à avoir des réformes politiques. Ici au Mali, il y a eu des élections, des élections présidentielles et après on a eu cet accord sur la paix et la réconciliation. L'Union européenne est très engagée là-dessus. Nous sommes partie de la comité de suivi pour cet accord. Ce qu'on fait pour le moment, c'est d'encourager toutes les parties à aller très vite en avant pour la mise en œuvre de l'accord parce que ça, c'est dans les mains des Maliens.
pour faire la mise en œuvre, mais on est là en soutien. Mais pour les institutions européennes, le fait d'être présent dans ces domaines, qui sont des domaines essentiellement de formation et de conseil, auprès de l'armée d'une part, auprès de la police, de la gendarmerie, de la garde nationale d'autre part, ça ce sont des sujets relativement nouveaux, c'est-à-dire autour des 3 ou 4 dernières années, mais qui ne se font pas au détriment des autres actions. Au total, 8000 soldats maliens ont bénéficié d'une formation militaire à Koulikoro. L'Union européenne contribue aussi à la définition de la stratégie entre le Mali et la sous-région. Autre chose ce soir, parmi les mots qui minent notre société figure en bonne place la corruption. La corruption qui est souvent, selon les citoyens, elle-même corrompue. Non, excusez-moi. Parmi les mots qui minent notre société figure en bonne place la corruption. La justice, qui est l'instrument de lutte contre le phénomène, est souvent, selon les citoyens, elle-même corrompus. Alors que certains pointent du doigt le non-respect des règles d'éthique et de déontologie, les professionnels en droit de leur côté évoquent l'insuffisance de moyens et la dépendance comme facteur de blocage à l'exécution correcte de leur mission. Tchemro Konati. La corruption, un sujet d'actualité défrayant la chronique. Elle impose la nécessité de mener une lutte implacable. Comme instrument de lutte, les espoirs sont fondés sur la justice. Une justice qui, depuis un certain temps, semble ne pas convaincre les justiciables. Certains prennent appui sur la façon de trancher les problèmes fonciers. La justice semble ne pas être capable de résoudre ce problème-là. Et ça crée une tension à tous les niveaux. Tu regardes un peu autour de toi, chaque citoyen est confronté à ce problème. Chacun a une histoire à raconter. Un exemple parmi tant qui désenchante plus d'un. Du coup, l'image de la justice est ternie. L'indignation s'est installée à tous les niveaux. Les Maliens, dans leur majorité, sont avertis. Tout le monde le sait qu'aujourd'hui, la justice fait partie des corps les plus corrompus. À l'époque, ça a été décrit ici, ça a été dit. Pour Daniel Tessougé, le procureur de la République sortant, la distribution d'une justice saine est subordonnée à des moyens conséquents et à l'indépendance de celle-ci. Le corps, ajoute-t-il, est soumis à des pesanteurs dont il lui est difficile de s'affranchir. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup d'injonctions qui parviennent à la justice, ça n'est pas normal. Il faut avoir l'honnêteté de le dire là. Des exemples? Excusez-moi de ne pas parler d'exemple ici. Tant que la justice va travailler dans des conditions de misérabilisme, et bien sûr la lutte contre la corruption va être faussée. On peut ne pas avoir assez de moyens, mais trancher de façon juste et honnête est possible quand même. Un problème connu est à moitié résolu, dit-on. Comme solution s'inscrivant dans la durée, des propositions ne manquent pas. La capacité des magistrats à gérer ces problèmes-là, 1. 2. La vraie indépendance donnée à la justice pour qu'elle puisse se saisir à toutes les occasions des faits de corruption. 3, il y a des instruments législatifs qui doivent peut-être modifier pour faire en sorte que l'égalité des citoyens devant la loi soit assurée. Synonyme d'une justice équitable à laquelle aspirent tous les justiciables. L'horizon de l'actualité internationale, c'est en bref et en image et commenté ici par Fotiki Tunkara. L'ancien président burundais Jean-Baptiste Bagaza, décédé la semaine dernière dans un hôpital de Bruxelles, a été inhumé ce mardi à Bujumbura lors des funérailles nationales. Plus d'1 million de personnes, dont le président Pierre Nkurunziza et les plus hautes personnalités du pays, ont assisté à la messe avant l'inhumation dans la propriété du défunt sous haute protection. La Cour suprême mauritanienne a ordonné ce mardi la remise en liberté immédiate de 2 militants anti-esclavagistes. Birama Ould Abed, candidat battu à l'élection présidentielle de 2014, et Birama Ould Bilal, condamné à 2 ans de prison ferme en janvier 2014. Les faits sont requalifiés en délit passible d'1 an d'emprisonnement maximum selon leurs avocats. Les députés d'un parti sud-africain d'opposition ont échangé des coups de poing avec les membres de la sécurité du Parlement ce mardi pendant quelques minutes. C'est au cours de leur expulsion des forces de l'hémicycle où ils réclamaient le départ du président Jacob Zuma que la bagarre a éclaté. C'est la deuxième fois en 2 semaines que les élus sont chassés manu militari de l'Assemblée sud-africaine. Visite de l'ONU en Somalie pour soutenir le processus électoral. Le Conseil de sécurité entame cette semaine une visite de moins de 48 heures en Somalie alors que le pays doit organiser un scrutin présidentiel en août prochain. La milice islamiste Shebab a promis de faire dérailler ce processus démocratique. L'ONU vient donc encourager cette élection et montrer que la Somalie est toujours sous le radar de la communauté internationale.
En France, la mobilisation contre la réforme du Code du travail a repris ce mardi. Les opposants demandent le retrait du texte, blocage des ports, barrages filtrants et bien sûr des manifestations dans les principales villes françaises. Des incidents ont de nouveau éclaté en Nantes, mais aussi à Paris, où dans les défilés, des affrontements ont eu lieu entre certains manifestants et des policiers. Au moins 39 morts, c'est le bilan très provisoire d'une série d'attentats ce mardi à Bagdad, dans 3 quartiers parmi lesquels le grand faubourg chiite, Sadr City. Pas de revendication pour le moment. La capitale irakienne vit une deuxième semaine consécutive de violences. Le mode opératoire est le même. Une voiture piégée explose dans les rues de Bagdad, ou alors un kamikaze déclenche sa ceinture au milieu d'un marché. Et puis, avant de terminer cette édition, je vous invite à présent à la découverte de cette expo exceptionnelle. L'œuvre est de Swan, un photographe de la Bretagne en France. Pour sa première visite à Bamako, cet artiste a apporté une vingtaine de photos soigneusement sélectionnées qu'il a accrochées sur une partie des murs du boulevard du Peuple à Médina-Courroie. C'est là avec la participation de la Galerie de la Médina. Cette exposition, aussi éphémère qu'éternelle, mise à la disposition du public, fait découvrir le quotidien des habitants chamarrés de plusieurs villes du monde. Aminata Allah nous plonge dans son univers. Le quotidien de plusieurs villes du monde immortalisées, des images captivantes qui sont aussi éphémères qu'éternelles. Au coin de la rue est une exposition qui, comme son nom l'indique, sort des galeries pour s'approcher du plus grand nombre de publics et des potentiels admirateurs de la photographie artistique. Alors l'idée, c'est que le maximum de personnes puissent les voir parce que une grosse partie des populations ne vont pas dans les galeries et c'est l'occasion de proposer à tout le monde, aux passants, aux gens dans les taxis, sur les motos, de pouvoir voyager en regardant les photos. Alors l'exposition, elle va peut-être durer, ça dépendra de la pluie, du vent, de la poussière, des gens, des enfants, s'ils les déchirent ou ils les laissent ou s'ils écrivent dessus. Je ne peux pas trop donner de durée, surtout qu'on a utilisé plusieurs types de colle, de la colle française, de la colle de Bamako pour les accrocher. Et je ne sais pas quel système va le mieux tenir, mais on verra. Pour son premier séjour à Bamako, ce photographe breton avec la Galerie Médina a exposé une vingtaine d'images soigneusement sélectionnées. Un talent que les quelques rares passants qui se sont arrêtés ont apprécié. Belle photo, oui, dans notre beau quartier aussi. Notre challenge aussi, c'est de faire Ménécro le plus beau quartier du monde. Tu vois, bon, j'ai été vraiment touché par le monsieur qui a soumis ça sur nos murs et dans tous les carrés aussi, quoi. La première fois quand je suis venu, j'ai vu les images, ça m'a attiré. Parce que le photographe, il est fou, il est vraiment fou. Bon, il a bien capturé les images, les cadrages impeccables et puis je trouve ça magnifique. Cette exposition mise à la disposition du public et du temps n'est pas une première du genre. Elle a succédé aux papillons dont quelques parties sont encore sur les murs du boulevard du Peuple. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette édition de ce mardi soir. Merci à vous de votre constante fidélité. Votre actualité de la cité revient demain soir à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente suite de soirée.